est parti. Donc je vous ai choisi une nouvelle qui s'appelle La Tour de l'éléphant. Les torches éclairaient d'une clarté diffuse les festivités du môle. Les bandits de l'Orient s'adonnaient à leurs réjouissances nocturnes. Dans le môle, ils pouvaient s'en donner à cœur joie et vociférer comme bon leur semblait, car les honnêtes gens évitaient ces parages. Les gardes, grassement soudoyés à coups de pièces crasseuses, ne venaient pas se mêler à leurs amusements. Des fêtards ivres rugissaient et titubaient le long des rues tortueuses et sans pavés, jonchées de détritus et émaillées de flaques d'eau stagnantes. L'acier étincelait dans les recoins sombres où des loups traquaient d'autres loups. Les rires stridents de femmes fusaient des ténèbres, mais on entendait aussi des bruits de lutte et de bousculade. Le spectacle était illuminé à la lueur blafarde des torches, filtrant à travers les vitres cassées et les portes grandes ouvertes, d'où s'échappaient par rafales des relents de vin et de sueurs âcres, des bruits de chopes, de poings martelant les tables grossières et des bribes de chansons paillardes. Dans l'un de ces bouges, les festivités battaient leur plein. Sous le plafond bas et noirci par la fumée, étaient rassemblées diverses canailles dont les vêtements allaient de la guenille aux oripeaux. Détrousseurs furtifs, kidnappeurs au regard salace, voleurs aux doigts agiles, fort-born bravaches accompagnés de leurs compagnes à la voix stridente et aux parures criardes. Les bandits du pays y étaient majoritaires, des Amoriens basanés aux yeux noirs, le poignard à la ceinture et la perfidie au cœur. Mais on y trouvait aussi des loups originaires d'une demi-douzaine de nations étrangères. Il y avait un renégat hyperboréen, géant taciturne et dangereux, dont la large épée était sanglée le long de sa carcasse maigre, car les hommes portaient ouvertement leurs armes dans le môle. Il y avait aussi un faux monnayeur schémite, au nez crochu et à la barbe frisée d'un noir bleuté. Une britunienne au regard effronté, assise sur les genoux d'un gunderman aux cheveux fauves, quelques mercenaires vagabonds ayant déserté d'une armée en déroute. Le gros brigand graveleux dont les plaisanteries salaces déclenchaient tous les cris d'allégresse était un kidnappeur professionnel du lointain royaume de Koth. Il était venu enseigner l'art du rapt des femmes à des Imoriens qui en savaient déjà plus long sur le sujet à leur naissance que lui-même ne pourrait jamais espérer en apprendre. L'homme s'interrompit dans sa description des charmes d'une victime potentielle et plongea le nez dans un énorme pichet de bière moussante. Essuyant l'écume de ses lèvres épaisses, il déclara « Par belle, Dieu de tous les voleurs, je vais leur montrer comment on s'y prend pour kidnapper une fille. Je lui aurais fait passer la frontière zamorienne à l'aube et une caravane sera là déjà pour elle. 300 pièces d'or, c'est ce que m'a promis un comte d'Ophir pour une jeune et mince britunienne de la meilleure société. Cela m'a pris des semaines à déambuler dans les villes frontalières déguisé en mendiant pour en trouver une qui ferait l'affaire. Mais c'est un bien joli morceau. » Il lança dans les airs un baiser baveux. « Je connais des seigneurs de Chem qui seraient prêts à troquer le secret de la tour de l'éléphant pour elle, dit-il en retournant sa bière. Sentant une main se poser sur sa tunique, il tourna les yeux, irrité d'être dérangé de la sorte. Il vit alors un jeune homme robuste qui se tenait à ses côtés. L'homme semblait tout autant déplacé dans ce bouge qu'un loup gris parmi des rats de gouttière malingres. Sa tunique bon marché ne pouvait dissimuler les lignes dures et effilées de sa puissante charpente, et ses épaules massives et larges, son torse puissant, sa taille élancée et ses bras noueux. Sa peau était tannée par le soleil des déserts, ses yeux étaient bleus et incandescents, et une tignasse de cheveux noirs ébouriffés surmontait son front large. Une épée dans un fourreau de cuir usagé pendait de sa ceinture. Le Cotien eut un geste de recul involontaire,
car l'homme n'appartenait de toute évidence à aucune des races civilisées qu'il connaissait. « Tu as mentionné la tour de l'éléphant, » dit l'inconnu parlant à un Zamorien avec un accent léger. « J'ai beaucoup entendu parler de cette tour. Quel est son secret ?» L'attitude de l'homme ne semblait pas menaçante et le courage du Cotien était décuplé par la bière et l'approbation manifeste de son auditoire. Il se gonfla d'orgueil. « Le secret de la tour d'éléphant » s'exclama-t-il. « Mais voyons, n'importe quel imbécile sait que c'est là qu'habite le prêtre Yara et qu'on y trouve aussi le joyau fabuleux qu'on appelle le cœur de l'éléphant, la clé de ses pouvoirs magiques. » Le barbare digéra ces paroles un instant. « J'ai vu cette tour, dit-il. Elle se trouve dans un grand jardin qui surplombe la ville et est entourée par un mur d'enceinte élevé. Je n'ai pas vu de garde. Les murs seraient faciles à escalader. Pourquoi donc personne ne s'est emparé de ce joyau ?» Le Cotien le regarda bouche bée, stupéfait de tant de naïveté, puis éclata d'un rire moqueur, bientôt rejoint en cela par l'assemblée. « Écoutez donc ce sauvage, rugit-il. Il s'imagine pouvoir dérober le joyau de Yara. Écoute, l'ami, dit-il en se retournant vers lui d'un air suffisant. Je présume que tu es un barbare du Nord. Je suis un Cimérien, répondit l'étranger sur un ton peu amène. La réponse et le ton sur lequel il avait prononcé celle-ci ne signifiaient pas grand-chose pour le Cotien. Originaire d'un royaume situé bien plus au sud, près de la frontière avec Chem, il n'avait que de vagues connaissances sur les races du Nord. « Alors prête donc l'oreille, l'ami, et écoute la voix de la sagesse, dit-il en pointant sa chope de bière dans la direction du jeune homme, visiblement décontenancé. Apprends qu'en Zamora, et plus particulièrement dans cette ville, on trouve plus de voleurs audacieux que n'importe où ailleurs dans le monde, même en côte. Si un mortel pouvait s'emparer du joyau, sois sûr que celui-ci aurait été dérobé il y a longtemps. Tu parles d'escalader les murs, mais une fois en haut, tu souhaiterais bien vite pouvoir faire demi-tour. S'il n'y a pas de sentinelle dans les jardins la nuit, pas de sentinelle, je veux dire, humaine, c'est pour une bonne raison. Mais dans la salle de garde, dans la partie inférieure de la tour, il y a des hommes armés. Et même si tu arrivais à te jouer de ceux qui veillent dans les jardins à la nuit tombée, tu devrais aussi dépasser ces gardes, car le joyau est conservé quelque part dans les hauteurs de la tour. Supposons qu'un homme réussisse quand même à franchir les jardins, rétorqua le Cimérien. Alors pourquoi ne pourrait-il atteindre le joyau en passant directement par le haut de la tour, et éviter ainsi les soldats? De nouveau le Cotien resta médusé. « Mais écoutez-le donc, s'écria-t-il avec dérision. Ce barbare se prend pour un aigle qui prendrait son envol jusqu'au faîte incrusté de pierres précieuses de la tour. Après tout, elle ne se trouve qu'à 150 pieds de hauteur, avec des parois arrondies et plus glissantes encore que du verre poli. » Le Cimérien balaya l'assemblée du regard, embarrassé par les sarcasmes qui accueillirent cette remarque. Il n'y voyait rien qui prête à rire, bien trop fraîchement débarqué dans le monde civilisé pour saisir les sous-entendus insolents. En règle générale, les hommes civilisés sont plus malpolis que les sauvages, car ils savent qu'ils peuvent se montrer grossiers, sans se faire fendre le crâne pour autant. Vexé et déconcerté, il se serait sans doute éclipsé discrètement si le Cotien n'avait décidé de l'aiguillonner encore plus. « Allez, allez, beugla-t-il, explique donc à ces pauvres bougres qui ne sont des voleurs que depuis ta conception, explique-leur donc comment tu t'emparerais du joyau. » « On trouve toujours une solution quand on a l'envie et le courage, » répondit sèchement le Cimérien, piqué au vif. Le Cotien prit cela comme un affront. Son visage s'empourpra. « Quoi, rugit-il, tu prétends pouvoir m'apprendre mon métier et insinuer que nous sommes des lâches, des garpis, hors de ma vue !» Et il poussa violemment le Cimérien. « Tu crois pouvoir me ridiculiser et porter la main sur moi par-dessus le marché ?» s'enflamma le barbare sur un ton grinçant, ayant épuisé son peu de patience. Il retourna le coup du plat de la main et envoya valser son adversaire contre la grosse table qui se trouva aspergée de bière. Le Cotien hurla de rage et porta la main à son épée. « Sale païen !» hurla-t-il, « tu me paieras ça de ta vie !» L'acier jaillit, l'assemblée reflua de toutes parts à vive allure, s'écartant pour laisser le champ libre aux deux hommes. Dans le combat qui s'ensuivit, l'unique chandelle du tripot fut renversée, plongeant la pièce dans l'obscurité. Le fracas des bancs renversés, des piétinements, des cris et des jurons au sein de la mêlée fut interrompu par un cri d'agonie qui transperça le vacarme. Lorsqu'on ralluma enfin une chandelle,
La plupart des clients avaient fui par les portes et les fenêtres cassées. Les autres étaient recroquevillés sous des tables, derrière des tonneaux de vin. Le barbare avait disparu, le centre de la pièce était vide, à l'exception du cadavre éventré du Cotien. Le Cimmérien, avec l'instinct infaillible du barbare, avait tué son homme dans l'obscurité et la confusion. Les lumières blafardes et les beuveries s'éloignaient derrière le Cimmérien. Il s'était débarrassé de sa tunique déchirée et avançait dans la nuit, vêtu seulement de son pagne et de ses sandales haut lacées. Il se déplaçait avec l'aisance souple d'une panthère, ses muscles d'acier jouant sous sa peau brunie. Il venait de pénétrer dans le quartier réservé au temple. Sous la clarté lunaire, tout autour de lui, brillaient des colonnes de marbre neigeux, des coupoles dorées et des arches argentées, autant de sanctuaires pour les myriades de divinités étranges qu'abritait Zamora. Il ne se tracassait pas outre mesure à leur sujet. Il savait que la religion de Zamora, comme toutes celles des pays civilisés depuis longtemps, était complexe et déroutante, ayant troqué ce qui faisait son essence primitive au profit d'un dédale de rituels et de formules. Des heures durant, accroupi dans les cours de philosophes, il avait écouté les arguments des théologiens et des professeurs et en était sorti désorienté, sûr d'une chose seulement, que leur cerveau ne tournait pas rond. Ses dieux à lui étaient simples et compréhensibles. Chrome était leur chef. Il vivait sur une grande montagne d'où il envoyait les malédictions et la mort. Il était inutile d'en appeler à Chrome, car c'était un dieu sombre et sauvage qui détestait les faibles. Mais à la naissance, il insufflait à tout homme du courage ainsi que de la volonté et le pouvoir de tuer ses ennemis, ce qui, selon le Cimmérien, était tout ce qu'un homme pouvait espérer d'un dieu. Ses pieds, chaussés de sandales, ne faisaient pas de bruit sur les pavés luisants. Aucun garde n'était en vue, car même les bandits du môle évitaient soigneusement les temples. On disait que des sorts étranges s'abattaient sur ceux qui osaient les profaner. Il aperçut devant lui la tour de l'éléphant qui se découplait sur le ciel. Il spécula sur l'origine de ce nom, que personne ne semblait connaître. Il n'avait jamais vu d'éléphant, mais il comprenait vaguement qu'il s'agissait d'un animal monstrueux, doté d'une queue à l'arrière et d'une autre à l'avant. C'était ce que lui avait confié un nomade chémite qui avait juré avoir vu ces animaux par milliers dans le pays des Hyrcaniens. Mais tous les hommes savent combien les hommes de Shem peuvent être menteurs. En tout cas, il n'y avait pas d'éléphant en Zamora. La tour étincelante se tendait vers les étoiles, telle une colonne glacée. Elle projetait des feux en plein tels que peu d'hommes pouvaient la fixer du regard. On la disait faite d'argent. Elle formait un cylindre parfait de 150 pieds de haut, dont la couronne incrustée de joyaux étincelait à la clarté lunaire. La tour était entourée d'un jardin d'arbres exotiques qui ondoyait sous le vent. Ce jardin surélevé dominait la ville et était ceint d'une haute muraille qui donnait sur un espace d'un niveau inférieur, lui-même entouré d'une seconde enceinte. Aucune lumière n'échappait de la tour, il semblait ne pas avoir de fenêtre. En tout cas, il n'y en avait pas au-dessus du niveau du mur inférieur. Seuls les gemmes tout en haut scintillaient comme du givre à la clarté des étoiles. Des buissons poussaient en ombre à l'extérieur du second mur d'enceinte, le plus bas des deux. Le Cimmérien rampa jusqu'au mur, puis se redressa pour estimer la hauteur de cette barrière. Elle était élevée, mais en sautant il pourrait atteindre le rebord du bout des doigts. Il se jeta et ce serait alors un jeu d'enfant pour se hisser et bondir de l'autre côté. Il n'en douta pas un seul instant, et il ne douta pas un seul instant de pouvoir faire pareil avec le mur intérieur. Il y eut un moment d'hésitation, en songeant aux étranges périls qui, disait-on, l'attendaient à l'intérieur. Ce peuple lui était étrange et mystérieux. Les Amoriens n'étaient pas comme lui, ni du même sang que les Brétuniens, les Némédiens, les Cottiens ou les Aquiloniens, autant de peuples occidentaux dont les mystères civilisés l'avaient autrefois intimidé. Le peuple de Zamora était très ancien, et pour autant qu'il puisse en juger, particulièrement malfaisant. Il songea à Yara,
le grand prêtre, qui jetait des sorts funestes et étranges depuis sa tour incrustée de joyaux, et les cheveux du Cimmérien se hérisèrent lorsqu'il se souvint d'un récit que lui avait fait un page de la cour dans un moment d'ivresse. Yara avait ri au nez d'un prince qui lui était hostile, puis avait brandi une gemme luisante et maléfique sous les yeux de celui-ci. Des rayons aveuglants avaient jailli de ce joyau impie, enveloppant le prince qui était tombé à la renverse en hurlant. Il s'était alors ratatiné jusqu'à devenir une petite masse noire qui prit la forme d'une araignée, qui se mit à traverser la pièce frénétiquement jusqu'à ce que Yara l'écrase du talon. Quand Yara sortait de sa tour magique, ce qui n'arrivait qu'en de rares occasions, c'était pour conjurer quelque sort envers un homme ou une nation. Le roi de Zamora les craignait plus encore que la mort, et vivait dans un état d'ivresse permanente, incapable de surmonter sa terreur quand il était sobre. Yara, qui était très âgé, on disait qu'il vivait depuis des siècles, et certains ajoutaient qu'il vivrait à jamais grâce au pouvoir de ce joyau qu'on appelait le cœur de l'éléphant, du nom que l'on donnait à son antre, la tour de l'éléphant. Le Cimmérien, absorbé dans ses pensées, se plaqua soudain contre le mur. Quelqu'un passait dans le jardin, avançant à un rythme soutenu. Il prêta l'oreille et entendit le cliquetis de l'acier. Il y avait donc bien un garde dans ces jardins. Le Cimmérien ne bougea pas, s'attendant à l'entendre repasser lors de sa ronde suivante. Mais le silence qui régnait sur les jardins mystérieux ne fut pas troublé une seconde fois. Sa curiosité prit enfin le dessus. D'un bond léger, il s'agrippa au mur et se hissa sur le rebord d'une seule main. À plat ventre sur le large parapet, il examina le vaste espace qui s'étendait à ses pieds. Séparant les deux enceintes, il ne vit aucun buisson à proximité, mais quelques fourrés soigneusement taillés poussaient près de l'enceinte intérieure. La lumière des étoiles révélait une pelouse bien entretenue. Le clapotis d'une fontaine parvenait à ses oreilles. Le Cimmérien descendit avec précaution dans la cour intérieure et dégaina son épée, scrutant les alentours. Une nervosité sauvage l'envahit à l'idée de se retrouver ainsi exposé à la lueur des étoiles. Il s'avança en silence le long de la muraille, épousant les contours de celle-ci, jusqu'à ce qu'il parvienne au niveau des fourrés qu'il avait aperçus. Comme il se lançait dans leur direction, replié sur lui-même, il faillit trébucher sur une forme qui gisait, recroquevillée aux abords des buissons. D'un rapide coup d'œil à droite et à gauche pour s'assurer que nul ennemi n'était en vue, il se pencha pour l'examiner. En dépit de la faible clarté des étoiles, son regard acéré lui révéla un homme puissamment bâti, portant l'armure argentée et le casque à cimier de la garde royale zamorienne. Un bouclier et une lance étaient à ses côtés. Il ne fallut qu'un instant au Cimmérien pour comprendre que l'homme avait été étranglé. Le barbare jeta un coup d'œil inquiet aux alentours. Il savait que cet homme était sans nul doute le garde qu'il avait entendu passer depuis sa cachette derrière la muraille. Quelques instants seulement s'étaient écoulés, mais ce bref intervalle avait suffi à des mains inconnues pour jaillir de l'ombre et étrangler ce soldat. Scrutant les ténèbres, il devina un mouvement dans les fourrés aux abords du mur. Il s'en approcha furtivement, la main crispée sur son épée. Il ne faisait pas plus de bruit qu'une panthère se faufilant dans la nuit, et pourtant sa proie l'entendit approcher. Le Cimmérien eut la vision fugitive d'une masse imposante près du mur, et fut soulagé de se rendre compte que cette forme était celle d'un homme. Comme pris de panique, ce dernier se retourna en sursaut. Il tendit les mains en avant, s'apprêtant à bondir, puis se ravisa quand il aperçut le reflet des étoiles sur la lame du Cimmérien. Pendant quelques instants tendus, les deux hommes restèrent silencieux, prêts à tout. « Tu n'es pas un soldat, » siffla enfin l'inconnu. « Tu es un voleur, tout comme moi. »« Qui es-tu » demanda le Cimmérien en un murmure empreint de méfiance. « Taurus de Nimédie. » Le Cimmérien abaissa son arme. « J'ai entendu parler de toi. On dit que tu es le prince des voleurs. » Il n'obtint qu'un rire étouffé pour toute réponse. Taurus était aussi grand que le Cimmérien, mais plus massif. Il avait beau être gras et bedonnant, chacun de ses mouvements trahissait un magnétisme dynamique et subtil que l'on retrouvait dans ses yeux perçants, brillants de vitalité en dépit de la faible clarté des étoiles. Il était pieds nus,
et portait ce qui ressemblait à une corde mince et solide, repliée sur elle-même et nouée à intervalles réguliers. « Qui es-tu » murmura-t-il. « Conan, un cimérien, répondit l'autre. Je suis ici pour tenter de voler le joyau de Yara, qu'on appelle le cœur de l'éléphant. » Conan sentit le ventre imposant de l'homme qui était secoué de rire, mais ce rire était dénué de toute moquerie. « Par bel dieu des voleurs, siffla Taurus. Je pensais bien être le seul à avoir l'audace de tenter un tel forfait. Ces Amoriens se prétendent voleurs. Bah, Conan, j'aime ton courage. Je n'ai jamais partagé une aventure avec quiconque. Mais, par belle, nous tenterons celle-là ensemble, si tu es d'accord. Toi aussi tu convoites la gemme, alors. Quoi d'autre? Je m'y prépare depuis des mois, mais j'ai bien l'impression que tu as agi sur un coup de tête, mon ami. C'est toi qui as tué le soldat? Évidemment. Je me suis glissé par-dessus le mur alors qu'il était de l'autre côté du jardin. Je me suis dissimulé dans les fourrés. Il m'a entendu ou a cru entendre quelque chose. Lorsqu'il s'est approché de son pas lourdeau, ce fut un jeu d'enfant de me faufiler derrière lui, de le saisir au cou et de le serrer jusqu'à ce qu'il meure. Il était comme tous les hommes, à moitié aveugle dans le noir. Un bon voleur devrait avoir des yeux de chat. Tu as commis une erreur, dit Conan. Les yeux de Taurus s'illuminèrent de colère. Moi, une erreur? Impossible. Tu aurais dû dissimuler son corps dans les fourrés. Déclara le novice au maître en la matière. Le garde ne sera pas relevé avant minuit passé. Si d'aventure quelqu'un venait le chercher et trouvait le corps, il courrait directement donner l'alerte à Yara en beuglant la nouvelle, nous donnant par là même le temps de fuir. S'ils ne le trouvent pas, ils iraient battre les buissons et nous nous retrouverons pris dans un piège à rats. C'est juste, acquiesça Conan. Bien, maintenant au travail. Nous perdons du temps avec cette satanée discussion. Il n'y a pas de garde dans le jardin intérieur, pas de garde humain, je veux dire, mais les sentinelles y sont plus meurtrières encore. C'est leur présence qui m'a embarrassé pendant si longtemps. Mais j'ai fini par trouver un moyen pour régler ce problème. Que fais-tu des soldats stationnés dans la partie inférieure de la tour? Le vieux Yara a ses appartements dans les étages supérieurs. C'est par là que nous entrerons, et aussi par là que nous nous enfuirons, je l'espère. Ne m'en demande pas comment, mais j'ai trouvé le moyen. Une fois parvenus au sommet de la tour, nous nous faufilerons à l'intérieur et étranglerons le vieux Yara avant qu'il nous jette un de ses maudits sorts. Du moins nous essaierons. Soit nous nous retrouverons changés en araignées ou en crapauds, soit nous ressortirons de là, riches et puissants. Un voleur digne de ce nom doit savoir quand et comment prendre des risques. J'irai aussi loin qu'un homme peut aller, dit Conan en se débarrassant de ses sandales. Alors suis-moi. Se retournant, Taurus bondit, agrippa le mur et se hissa sur le rebord. La souplesse de l'homme était étonnante. Étant donné sa masse imposante, il sembla presque glisser par-dessus le parapet. Conan l'imita. À plat ventre sur le mur, ils discutèrent à mots couverts. « Je ne vois aucune lumière, » murmura Conan. La partie inférieure de la tour ressemblait beaucoup à la partie visible de l'extérieur du jardin. Un cylindre luisant et parfait, sans ouverture apparente. « Il y a des portes et des fenêtres soigneusement intégrées à la structure, » répondit Taurus. « Mais elles sont fermées. L'air que respirent les soldats provient du haut. » Le jardin formait une masse sombre et indistincte. La clarté des étoiles ne révélait que quelques frondaisons légères et des arbres dont les branches basses s'agitaient faiblement dans l'obscurité. L'âme suspicieuse de Conan perçut l'aura de menace imminente qui planait sur le décor. Il sentit le regard brûlant d'yeux invisibles et détecta une odeur subtile qui fit se hérisser d'instinct les poils de sa nuque, comme un chien de chasse se hérisse en flairant l'odeur d'un vieil ennemi. « Suis-moi, chuchota Taurus, et reste derrière moi si tu tiens à la vie. » Tirant ce qui ressemblait à un tube de cuivre de sa ceinture, le Némédien se laissa tomber d'un bond léger sur la pelouse à l'intérieur de l'enceinte. Conan était juste derrière lui, l'épée à la main, mais Taurus le repoussa près du mur, lui-même ne semblant pas vouloir aller plus avant. Tout dans son attitude montrait qu'il était aux aguets. Son regard, tout comme celui de Conan, était fixé sur la masse de ténèbres que formait le bosquet à quelques pas de là. La brise était tombée. Or les buissons s'agitaient. Soudain, deux grands yeux s'illuminèrent au sein des ombres mouvantes, et derrière ceux-ci, d'autres étincelles jaillirent à leur tour dans les ténèbres. « Des lions !» murmura Conan. « Exactement. Le jour, ils sont enfermés dans les cavernes en dessous de la tour.
Voilà pourquoi il n'y a pas de garde dans ce jardin. Conan compta rapidement les yeux. « J'en vois 5, mais il y en a peut-être plus, dissimulés dans les buissons. Ils sont sur le point de charger. »« Silence !» siffla Taurus. Il se détacha du mur avec précaution, comme s'il marchait sur des lames de rasoir, et leva le tube étroit. Une série de grondements sourds s'éleva des ombres, et les yeux ardents se mirent en marche. Conan devina les mâchoires écumantes, les queues velues battant les flancs des fauves. L'air se chargea d'électricité, le cimérien saisit son épée, se préparant à la charge et à la poussée irrésistible de ses corps gigantesques. Puis Taurus porta l'embout du tube à ses lèvres et souffla avec force. Un long jet de poudre jaunâtre jaillit à l'autre bout, se transformant instantanément en un nuage jaune-vert qui enveloppa les fourrés et engloutit les yeux de braise. Taurus regagna le mur en hâte. Conan regardait la scène sans comprendre. Le nuage épais occultait les fourrés, et aucun son ne lui parvenait. « Quel est ce brouillard » demanda le cimérien mal à l'aise. « C'est la mort, » siffla le Némédien. « Si un vent vient à se lever pour souffler dans notre direction, nous devrons repasser par-dessus le mur. Mais non, il n'y a pas de vent, et le brouillard se dissipe. Attends qu'il ait entièrement disparu. Le respirer, c'est mourir. » Il ne resta bientôt plus que quelques filaments jaunâtres qui se filochaient dans les airs. Lorsqu'ils se furent dissipés, Taurus fit signe à son compagnon d'avancer. À pas de loup, ils gagnèrent les buissons et Conan poussa une exclamation. 5 grandes formes fauves gisaient parmi les ombres, la lueur qui couvait au fond de leurs yeux sinistres, éteinte à jamais. Une odeur douceâtre et écœurante persistait dans l'air. « Ils sont morts sans un bruit, » murmura le cimérien. « Taurus, quelle est cette poudre ?» Elle est extraite du lotus noir dont les fleurs poussent dans les jungles perdues de Kitaï, là où seuls vivent les prêtres au crâne jaune de Yun. Ces fleurs foudroient instantanément quiconque respire leur parfum. Conan s'agenouilla à côté des grandes formes, s'assurant qu'elles étaient bien hors d'état de nuire. Il secoua la tête. La magie des contrées exotiques était quelque chose de terrible et de mystérieux pour les barbares du Nord. Pourquoi ne tuerais-tu pas tous les soldats de la tour de la même façon ? Parce que c'était là toute la poudre en ma possession. Le simple fait d'en avoir pu m'en procurer m'a suffi à faire de moi une légende chez les bandits du monde entier. Je l'ai dérobée dans une caravane en route pour la Stygie. Je me suis emparé du sac en fil d'or dans lequel elle se trouvait, soulevant celui-ci entre les anneaux du grand serpent qui la gardait sans le réveiller. Mais viens, au nom de Bel, allons-nous perdre notre temps en discussion ? Ils se faufilèrent à travers les fourrés et gagnèrent le pied de la tour luisante. Là, Taurus imposa le silence, déplia sa corde à nœuds qui se terminait par un puissant crochet d'acier. Conan comprit son plan et ne posa aucune question. Le Némédien saisit fermement la corde à quelque distance du crochet et commença à la faire tournoyer au-dessus de sa tête. Conan colla son oreille contre la paroi lisse, mais n'entendit rien. De toute évidence, les soldats stationnés à l'intérieur ne suspectaient pas la présence d'intrus. Ceux-ci n'avaient pas fait plus de bruit que le vent soufflant à travers les arbres, mais une étrange nervosité s'était emparée du barbare, peut-être à cause de l'odeur des lions, qui imprégnait tout. Taurus lança le filin d'un geste souple et puissant. Le crochet s'incurva dans les airs, décrivant un mouvement étrange et inhabituel, et disparut par-dessus la couronne incrustée. Il était apparemment solidement arrimé, car ni des mouvements timides ni des tractions violentes ne réussirent à le déloger ou à le faire glisser. « Dans le mille du premier coup, » murmura Taurus. « Ce fut l'instinct sauvage de Conan qui lui fit brusquement faire volte-face, car la mort qui fondait sur eux n'avait fait aucun bruit. Le temps d'un instant fugitif, le cimérien aperçut la forme géante qui s'apprêtait à porter le coup mortel. Le fauve était dressé sur ses pattes arrière, se découpant contre les étoiles. Aucun homme civilisé n'aurait pu égaler la vitesse de réaction du cimérien. De toutes ses forces, il fit jaillir son épée qui étincela telle du givre à la lueur des étoiles, puis homme et fauve tombèrent à terre. Proférant des jurons décousus dans sa barbe, Taurus se pencha et vit les membres de son compagnon s'agiter tandis qu'il essayait de se dégager de la masse inerte qui gisait sur lui et l'oppressait. Un simple regard suffit au Némédien abasourdi pour se rendre compte que le lion était mort, son crâne oblique fendu en deux.
Il empoigna la carcasse, et ainsi aidé, Conan put alors pousser le cadavre de côté et se relever tant bien que mal, serrant toujours aussi fermement son épée dégoulinante de sang. « Es-tu blessé, l'ami » s'exclama Taurus, encore sous le choc de l'incroyable rapidité de cet épisode éclair. « Non, par Chrome, répondit le Cimmérien, mais je n'ai jamais frôlé la mort de si près, et ma vie est tout sauf paisible. Pourquoi ce satané fauve n'a-t-il pas rugi quand il a chargé ?» « Tout est étrange dans ce jardin, dit Taurus. Les lions frappent en silence, et d'ailleurs, tous les périls y sont silencieux. Allez, viens, même si tu n'as pas fait beaucoup de bruit en le tuant, il est bien possible que les gardes nous aient entendus, s'ils ne se sont pas endormis ou saouls. Ce fauve devait se trouver en un autre endroit du jardin, et a ainsi échappé aux fleurs de la mort. Mais ce devait être le dernier. Nous devons nous hisser le long de cette corde. Pas la peine de demander à un Cimmérien s'il peut le faire. Si elle supporte mon poids, grogna Conan, tout en nettoyant son épée dans l'herbe. Elle supporterait 3 fois le mien, répondit Taurus. Elle est faite des tresses de cheveux de femmes mortes, dérobées à même leur tombe à minuit, puis trempées dans le suc mortel de l'arbre upa pour la rendre plus solide. J'irai en premier, suis-moi de près. Le Némédien s'empara de la corde qu'il enroula autour de son genou, puis commença son ascension. Il monta tel un chat, faisant mentir l'apparente maladroitesse que laissait supposer sa corpulence. Le Cimmérien suivit. La corde se balançait et tournait sur elle-même, mais les grimpeurs ne s'en trouvèrent pas gênés. Tous deux avaient des ascensions bien plus délicates à leur actif. La couronne incrustée brillait au-dessus de leur tête, formant une saillie qui se projetait à la perpendiculaire de la tour. La corde était donc suspendue à un pied de la paroi, ce qui facilitait grandement leur ascension. À mesure qu'ils s'élevaient en silence, les lumières de la ville s'étendaient de plus en plus loin sous leurs yeux. Au-dessus d'eux, les étoiles semblaient pâlir au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient des joyaux étincelants qui ceignaient le sommet. Finalement, Taurus tendit la main vers le haut, attrapa le rebord et se hissa au sommet. Conan resta un instant sur le parapet, fasciné par les pierres fabuleuses aux reflets de givre qui l'éblouissaient. Diamants, rubis, émeraudes, saphirs, turquoises, pierres de lune, aussi grosses que des étoiles, toutes incrustées dans la paroi argentée de la tour. De loin, leurs feux différents se fondaient en une lumière blanche et aveuglante, mais de près, elles étincelaient d'une myriade de teintes et de nuances qui hypnotisaient par leur scintillement. « Il y a là une fortune fabuleuse, Taurus, murmura-t-il. « Allez, si nous réussissons à nous emparer du cœur, tous ces joyaux et bien d'autres encore seront à nous, rétorqua le Némédien avec impatience. Conan se hissa sur le parapet luisant. La couronne constellée de joyaux surplombait la terrasse à quelques pieds, d'une couleur bleu nuit, incrustée d'or qui reflétait la lueur des étoiles. Elle ressemblait à un large saphir saupoudré d'une poussière d'or étincelante. En face de leur point d'arrivée se trouvait une sorte de bâtisse, posée à même la terrasse. Elle était du même matériau argenté que les murs de la tour, mais décorée de gemmes plus petites. Son unique porte était en écailles d'or, incrustée de joyaux lumineux et glacés. Conan embrassa du regard l'immensité des lumières palpitantes qui s'étalaient au loin à leurs pieds, puis se tourna vers Taurus. Le Némédien enroulait sa corde au fur et à mesure qu'il la faisait remonter. Il montra à Conan l'endroit où le crochet s'était enfoncé. L'extrémité de la pointe s'était accrochée de justesse sous un grand joyau étincelant dans la partie inférieure de la couronne. « La chance nous a encore souri, murmura-t-il. Nos poids combinés auraient pu déloger cette pierre. Suis-moi, c'est à partir de maintenant que notre expédition devient vraiment périlleuse. Nous sommes dans l'antre du serpent et nous ne savons pas où il se terre. » Tels des tigres en chasse, ils traversèrent la terrasse qui luisait sombrement et firent halte sur le seuil de la porte étincelante, prenant les plus grandes précautions. Taurus l'essaya. Celle-ci s'ouvrit sans résistance et les compagnons regardèrent à l'intérieur, sur le qui-vive. Par-dessus l'épaule du Némédien, Conan eut la vision d'une pièce rutilante, dont les murs, le plafond et le sol étaient sertis de gemmes blanches et dont la lueur vive et crue semblait être la seule source de lumière. Elle semblait déserte. Avant de nous couper de notre seule voie de retraite, siffla Taurus, va faire le tour de la couronne, et préviens-moi si tu aperçois des sentinelles se déplacer dans les jardins ou quoi que ce soit de suspect. Je t'attendrai dans cette pièce. Conan ne voyait pas vraiment l'utilité de la chose,
Méfiant de nature, il soupçonna vaguement son partenaire, mais fit ce que Taurus lui avait demandé. Comme il tournait les talons, le Némédien se glissa dans la pièce et referma la porte derrière lui. Conan longea les abords de la couronne, puis regagna son point de départ sans avoir aperçu de mouvement suspect dans les frondaisons en contrebas, que seul un vent léger agitait. Il arrivait au niveau de la porte lorsqu'un cri étranglé jaillit de derrière celle-ci. Le Cimmérien bondit en avant, électrisé, la porte luisante s'ouvrit, la silhouette de Taurus se découpa dans la clarté aveuglante derrière lui. Il tituba, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elles ne laissèrent échapper qu'un râle sec. S'agrippant à la porte dorée pour se soutenir, il s'avança en vacillant sur le toit, puis tomba à la renverse, les mains plantées dans la gorge. La porte se referma derrière lui. Conan, ramassé sur lui-même comme une panthère aux abois, ne vit rien dans la pièce derrière le Némédien terrassé, durant le bref instant où la porte resta ouverte. Cette ombre fugitive qui avait semblé courir sur le sol luisant n'avait été qu'un effet de lumière. Ou alors... Mais rien ne suivit Taurus sur le toit, et Conan se pencha sur son compagnon. Le Némédien le fixait, avec des yeux fixes et dilatés, habité d'une terreur sans nom. Ses mains étaient crispées sur sa gorge, et de la bave s'écoulait de ses lèvres avec un gargouillis. Soudain, il se raidit, et le Cimmérien éberlué sut qu'il était mort, sans savoir ce qui l'avait terrassé. Médusé, Conan porta son regard sur l'étrange porte dorée. Dans cette pièce vide, entre les murs luisants et incrustés de joyaux, la mort avait frappé le prince des voleurs aussi soudainement et mystérieusement que ce dernier avait foudroyé les lions dans les jardins en contrebas. Le barbare palpa le corps à demi nu avec précaution en quête d'une blessure, mais les seules marques de violence qu'il découvrit se trouvaient entre ses épaules, presque à la base de son cou de taureau, 3 petites plaies, comme si on avait enfoncé puis retiré 3 clous dans les chairs. Les rebords de ces plaies étaient noirs et on sentait distinctement une légère odeur de putréfaction. Des flèches empoisonnées, songea Conan. Mais alors dans ce cas, les projectiles devaient être encore fichés dans les plaies. Il s'avança avec précaution vers la porte dorée, la poussa et regarda à l'intérieur. La pièce était vide, baignée dans la lumière froide et palpitante des myriades de joyaux. Au beau milieu du plafond, il remarqua sans trop y prêter d'attention un motif curieux, un octogone noir au centre duquel 4 gemmes brillaient d'un feu rouge contrastant vivement avec l'éclat blanc des autres joyaux de la pièce. De l'autre côté de la pièce se trouvait une porte identique à celle où il se trouvait, les écailles d'or en moins. Était-ce de cette porte qu'avait fondu la mort, frappant sa proie pour ensuite disparaître par où elle était venue? Refermant la porte derrière lui, le Cimmérien s'avança dans la pièce. Ses pieds nus ne faisaient pas de bruit sur le sol de cristal. Il n'y avait ni chaise ni table dans la pièce, seulement 3 ou 4 divans de soie dont les broderies en or formaient de curieux entrelacs serpentins, ainsi que plusieurs coffres d'acajou aux fermoirs d'argent. Certains étaient scellés avec de lourdes serrures en or. D'autres étaient ouverts, leurs couvercles sculptés rejetés en arrière, révélant une pléthore de bijoux aux yeux ébahis du Cimmérien. Conan jura à mi-voix. Il avait déjà contemplé plus de richesses ce soir qu'il pensait en exister sur la surface du globe. Et il fut pris de vertige à l'idée de la valeur du joyau qu'il convoitait. Il se trouvait désormais au centre de la pièce et avançait prudemment, le corps penché, la tête en avant, son épée devant lui. Soudain, la mort attaqua une nouvelle fois en silence. Une ombre fugace parcourant le sol luisant de la pièce fut son seul avertissement. Il n'eut que la vie sauve qu'en bondissant instinctivement de côté. Il eut la vision fugitive d'une horreur velue qui le frôla en faisant claquer ses mâchoires écumantes. Des gouttes éclaboussèrent son épaule dénudée, le brûlant comme le feu de l'enfer. Bondissant en arrière, son épée brandie haut dans les airs, il vit l'horreur atteindre le sol, faire volte-face, puis fondre sur lui à une vitesse hallucinante. C'était une gigantesque araignée noire, comme on ne peut en voir que dans les cauchemars. Elle était aussi grosse qu'un porc. Cet ogre monté sur 8 pattes, épaisses et velues, traversa la pièce à une vitesse prodigieuse. Ses 4 yeux luisants luisaient d'une intelligence brillante, maléfique, et ses crocs dégoûtaient d'un venin que Conan savait foudroyant et mortel. Le monstre l'avait raté, mais quelques gouttes qui avaient touché son épaule brûlaient ses chairs. C'était là le tueur qui s'était laissé tomber de son perchoir au milieu du plafond, glissant sur un fil de toile pour atterrir sur le cou du Némédien.
Quels imbéciles ils avaient été pour ne pas s'être doutés un instant que les pièces du haut seraient aussi bien gardées que celles du bas. Ces pensées traversèrent l'esprit de Conan au moment où le monstre chargeait. Le cimérien bondit dans les airs, la créature passa entre ses jambes, fit demi-tour et revint à la charge. Cette fois, Conan évita la charge en bondissant de côté, et il riposta comme un chat. Son épée sectionna l'une des pattes velues, et de nouveau il esquiva de justesse le monstre, qui obliqua dans sa direction, en faisant claquer les mâchoires infernales. La créature changea alors de tactique. Se retournant, elle traversa précipitamment le sol de cristal et grimpa le long du mur jusqu'au plafond, où elle se recroquevilla un instant, fixant le cimérien de ses yeux rouges et maléfiques. Puis, sans prévenir, elle se lança dans les airs, laissant échapper derrière elle un filament visqueux de couleur grise. Conan bondit en arrière pour éviter l'impact, puis se baissa frénétiquement, évitant de justesse d'être englué par cette toile géante. Il devina les intentions du monstre et s'élança vers la porte, mais la créature fut plus rapide et projeta une barre de toile poisseuse en travers de celle-ci. Il était pris au piège. Il n'osa pas trancher la toile d'un coup d'épée, sachant que cette substance adhérait à sa lame et que le démon aurait enfoncé ses crocs dans son dos avant qu'il ne puisse l'en débarrasser. Un jeu désespéré s'engagea donc alors. L'intelligence et la vivacité d'esprit de l'homme opposées à la science démoniaque et à la vitesse de l'araignée géante. Elle avait renoncé à le charger à même le sol et à se lancer sur lui depuis les hauteurs. Elle parcourait les murs et le plafond à toute vitesse, tâchant de l'immobiliser avec ses longs filets poisseux de toile grise qu'elle lançait sur lui avec une adresse redoutable. Ces toiles étaient aussi épaisses que des cordes, et Conan savait qu'une fois pris au piège, quels que soient ses efforts, il lui serait impossible de se dégager avant que le monstre ne frappe. Cette danse du diable se poursuivit dans toute la pièce, dans un silence absolu, que seul venait briser la respiration haletante de l'homme, le bruit furtif de ses pieds sur le sol luisant, et les stridulations des crocs de la monstruosité. De longues toiles grises s'entassaient en rouleaux sur le sol ou pendaient au mur. D'autres recouvraient les coffres de bijoux et les divans de soie, ou étaient suspendus comme des lianes depuis le plafond incrusté. Seul son regard vif et la rapidité fulgurante de ses muscles avaient permis à Conan d'être encore indemne, même si les boucles de toile collantes étaient passées si près de lui qu'elles avaient écorché ses chairs. Il savait qu'il ne pourrait l'éviter indéfiniment. Il lui fallait non seulement éviter les toiles qui pendaient du plafond, mais aussi faire attention à ne pas trébucher sur celles qui étaient à terre. Tôt ou tard, une boucle visqueuse s'enroulerait autour de son corps comme un python, enveloppé comme dans un cocon. Il se retrouverait alors à la merci du monstre. L'araignée traversa la pièce à grande vitesse, laissant derrière elle la corde de toile grise. Conan bondit haut dans les airs, sautant par-dessus un divan. Le monstre bifurqua soudain et grimpa au mur. Le filet de toile fut projeté en avant comme s'il était animé d'une vie propre et s'enroula comme un fouet autour de la cheville du cimérien. Conan tomba sur les mains, tirant frénétiquement sur la toile qui l'immobilisait. Pris dans cet étau comme dans l'étreinte d'un python, le démon velu dévala le mur pour parachever son attaque. Saisi d'une panique frénétique, Conan s'empara d'un coffre de bijoux et le projeta de toute sa force. Le monstre ne s'attendait pas à un tel geste. Le projectile frappa la créature en plein milieu de l'abdomen et alla s'écraser contre le mur en produisant un bruit sourd et écœurant. Du sang et une humeur verdâtre giclèrent. Éventrés tous les deux, la masse sombre et le coffre tombèrent au sol. La chose resta immobile, son corps noir écrasé sous une cascade de bijoux. Ses pattes velues s'agitaient dans le vide, ses yeux mourants rougeoyant parmi les gemmes scintillantes. Conan regarda autour de lui, mais aucune horreur supplémentaire ne surgit. Il entreprit alors de se libérer de la toile. La substance adhérait obstinément à sa cheville et à ses mains, mais il se retrouva enfin libre. Il ramassa son épée et se fraya un chemin à travers les filets de toile qui encombraient le sol et les airs, jusqu'à atteindre la porte intérieure. Quel péril l'attendait derrière, il ne pouvait le savoir. Le sang du cimérien bouillonnait, et puisqu'il avait parcouru tout ce chemin, il avait affronté tant de dangers, il était bien déterminé à aller jusqu'à la sinistre conclusion de cette aventure, quoi qu'elle lui réserve. Il comprit que le joyau qu'il convoitait ne se trouvait pas parmi ceux qui s'amoncelaient si négligemment dans cette pièce rutilante. Débarrassant la porte des toiles qui l'obstruaient, il vit que celle-ci, tout comme la précédente, n'était pas fermée à clé. Il se demanda si les soldats en contrebas ignoraient toujours sa présence.
Il se trouvait bien au-dessus d'eux, et si les rumeurs disaient vrai, eh bien, il devait être habitué à entendre des bruits étranges en provenance des hauteurs de la tour, des bruits sinistres ainsi que des cris d'horreur et d'agonie. Il songeait sans arrêt à Yara et n'était pas très à son aise lorsqu'il ouvrit la porte dorée. Mais la seule chose qu'il vit était une volée de marches en argent qui conduisait vers le bas, éclairée faiblement, il ne savait trop de quelle manière. Il descendit les marches en silence, serrant fermement son épée. Il n'entendit aucun bruit, et se retrouva bientôt face à une porte en ivoire incrustée de pierres sanguines. Il tendit l'oreille, mais aucun bruit ne lui parvint de l'autre côté. Seules quelques volutes de fumée serpentaient paresseusement sous la porte, exhalant une odeur exotique, inconnue du Cimmérien. L'escalier d'argent poursuivait sa spirale pour aller se perdre dans l'obscurité. De ce puits de ténèbres, nul son ne montait. Il fut gagné par la sensation étrange et irréelle de se trouver seul dans une tour peuplée de fantômes et de revenants. Il se plaqua contre la porte d'ivoire et poussa celle-ci avec précaution. Elle s'ouvrit sans bruit. Immobile sur le seuil scintillant, Conan regarda autour de lui tel un loup découvrant un décor inconnu, prêt à se battre ou à fuir sur l'instant. Une vaste pièce à la voûte dorée s'offrait à son regard. Les murs étaient d'une couleur de jade et le sol d'ivoire est recouvert par endroits de tapis moelleux. Des volutes de fumée et l'odeur exotique de l'encens exhalaient d'un brasier posé sur un trépied en or, et derrière celui-ci reposait une idole assise sur une sorte de divan de marbre. Conan regarda celle-ci pantois. Son corps était celui d'un homme nu et de couleur verte, mais sa tête était digne d'un cauchemar démentiel. Bien trop large pour un corps humain, elle n'en avait aucun des attributs. Conan resta immobile, fixant du regard les grandes oreilles évasées, la trompe recourbée, et de chaque côté de celle-ci, les défenses blanches à l'extrémité desquelles s'étaient fichées 2 boules dorées. Ses yeux étaient clos, comme si elle dormait. C'était donc de cela que venait le nom de la tour de l'éléphant, car la tête de la chose ressemblait fortement à celle des bêtes décrites par le vagabond Shémite. C'était là le dieu de Yara. Où donc alors pouvait se trouver la gemme, si ce n'est dissimulée dans l'idole, puisqu'on appelait cette pierre précieuse le cœur de l'éléphant. Alors que Conan s'avançait, les yeux rivés sur l'idole immobile, les yeux de la chose s'ouvrirent soudain. Le Cimmérien se figea sur place, ce n'était pas une statue, c'était un être vivant, il était pris au piège dans ses appartements. Son effroi fut tel qu'il resta cloué sur place, incapable de laisser libre cours à sa rage frénétique. Un homme civilisé dans sa situation aurait sans doute conclu, sans y croire vraiment, qu'il avait sombré dans la folie. Il ne vint pas un instant à l'esprit du Cimmérien de douter de ses sens. Il savait qu'il se trouvait face à un démon de l'ancien monde, et cette constatation le privait de toutes ses facultés, à l'exception de la vue. La trompe du monstre se souleva et tâtonna alentour. Ses yeux, couleur topaze, regardaient sans voir, et Conan comprit que le monstre était aveugle. Ses nerfs se détendirent alors, et il commença à reculer silencieusement vers la porte. Mais la créature l'entendit. La trompe délicate s'avança dans sa direction, et lorsque la créature se mit à parler d'une voix étrange, hésitante et monocorde, Conan se retrouva à nouveau paralysé par la peur. Le Cimmérien comprit que ses mâchoires n'avaient jamais été conçues pour la parole humaine. « Qui est là? Es-tu revenu pour me torturer de nouveau, Yara? N'en auras-tu jamais fini? Oh, Yag-Kosha, cette agonie ne prendra donc jamais fin ?» Des larmes s'écoulèrent des yeux aveugles, et le regard de Conan se porta sur les membres étendus sur le divan de marbre, et il sut que le monstre ne se lèverait pas pour l'attaquer. Il reconnut les marques du chevalet de torture, les stigmates du fer rouge, et, aussi endurci que soit son âme, il resta sans voix, au vu des difformités de ses membres, qu'il savait avoir un jour été aussi gracieux que les siens. Toute peur et toute répulsion l'abandonnèrent, alors que le Cimmérien fit face à une grande pitié. Ce qu'était ce monstre, Conan n'en avait pas la moindre idée, mais les marques de ses souffrances étaient si terribles et si pathétiques qu'une tristesse douloureuse envahit le Cimmérien sans qu'il puisse se l'expliquer. Il comprit seulement qu'il avait sous les yeux une tragédie d'ampleur cosmique et se sentit honteux, comme s'il était seul à répondre de la culpabilité de toute la race. « Je ne suis pas Yara, dit-il, je ne suis qu'un voleur, je ne te ferai pas de mal. »
Approche donc, que je puisse te toucher, dit la créature avec peine. Conan s'approcha sans crainte, laissant son épée pendre à son côté. Avec la douceur d'une main de jeune fille, la trompe délicate s'étira et vint palper son visage et ses épaules comme le fait un aveugle. « Tu n'es pas de la race démoniaque de Yara, soupira la créature. Tout en toi porte l'empreinte de la vie saine et farouche des régions sauvages. J'ai connu ton peuple il y a bien longtemps sous un autre nom. C'était un monde bien différent qui se dressait alors, ses tours incrustées de joyaux vers les étoiles. Il y a du sang sur tes doigts. Une araignée dans la pièce du dessus, et un lion dans le jardin, murmura Conan. Tu as aussi tué un homme cette nuit, répondit l'autre, et la mort règne dans la tour, au-dessus de nous. Je le sens, je le sais. En effet, murmura Conan, le prince des voleurs gît là-haut, tué par la morsure d'une vermine. Oui, c'est cela, fit la voix étrange et non humaine, s'élevant en une sorte de sourde mélopée. Une mort violente dans la taverne, et une mort violente sur le toit. Je le sais, je le sens, et la troisième accomplira la magie dont même Yara n'ose rêver. Ô magie de la délivrance, dieu vert de Yag! Ses larmes se remirent à couler, et son corps mutilé s'agita d'avant en arrière, pris sous le coup d'émotions contradictoires. Conan l'observa, stupéfait. Les convulsions cessèrent, les yeux bienveillants et aveugles étaient tournés vers le Cimmérien, et de sa trompe il lui faisait signe d'approcher. « Ô homme, écoute-moi, dit l'étrange créature. Je suis hideux et monstrueux à tes yeux, n'est-ce pas? Non, ne réponds pas, je le sais. Mais toi aussi, tu me semblerais étrange si je pouvais te voir. Il existe bien d'autres mondes que celui-ci, et la vie prend bien des formes. Je ne suis ni dieu ni démon, mais fait de chair et de sang, tout comme toi, même si notre substance est en partie différente et que nos corps ne sont pas issus du même moule. Je suis très âgé, ô homme des régions sauvages. Il y a bien longtemps de cela, je suis arrivé sur ce monde, accompagné d'autres êtres de ma planète, la verte Yag, qui gravite pour l'éternité aux confins extérieurs de cet univers. Nous avons traversé l'espace, nos ailes puissantes nous propulsant dans le cosmos plus vite que la lumière. En guerre contre les rois de Yag, nous avions été défaits et bannis. Nous ne pûmes jamais rentrer chez nous, car nos ailes se flétrirent à notre arrivée sur cette planète. Nous vécûmes alors en marge de la vie terrestre et combattîmes les forces de vie étranges et terribles qui l'habitaient. C'est ainsi qu'on en vint à nous craindre et que nous ne fûmes plus attaqués dans les jungles obscures où nous avions élu résidence. Nous vîmes les hommes évoluer de leur état simiesque, bâtir des cités étincelantes de la Valusie, de la Camélie, de la Comorie et des royaumes frères. Nous les vîmes chanceler sous les assauts des sauvages Atlantes, Pictes, Lémuriens. Nous vîmes les océans se soulever et engloutir l'Atlantide, la Lémurie, les îles Pictes et les cités étincelantes de la civilisation. Nous vîmes les survivants des Pictes et des Atalantes bâtir leur empire de l'âge de pierre et s'abîmer dans le chaos, s'affrontant sans cesse lors de guerres sanglantes. Nous vîmes les Pictes sombrer dans la plus abjecte sauvagerie et les Atlantes retomber à l'état simiesque. Nous vîmes de nouveaux sauvages de l'Arctique lancer leurs assauts vers le sud pour bâtir une civilisation nouvelle, ces nouveaux royaumes prenant le nom de Némédie, de Cote, d'Aquilonie et leurs royaumes frères. Nous vîmes ton peuple, les Atlantes, émerger des jungles où ils erraient à l'état de singes, évoluer et prendre un nouveau nom. Nous vîmes les descendants des Lémuriens qui avaient échappé au cataclysme, émerger complètement de la sauvagerie et partir vers l'ouest, sous les noms d'Hyrcaniens. Et nous vîmes enfin cette race de démons, survivants de l'ancienne civilisation pré-cataclysmique, ce royaume maudit de Zamora, revenir de nouveau à la culture et au pouvoir. Nous vîmes tout ceci sans aider ni entraver l'immuable loi cosmique, et l'un après l'autre, nous mourûmes. Car si nous, êtres de Yag, ne sommes pas immortels, nos vies se mesurent à l'échelle des planètes et des constellations. Je me retrouvai finalement seul, rêvant autant jadis dans les temples en ruine des jungles perdus de Kitaï, adoré comme un dieu par une antique race à la peau jaune. C'est alors que vint Yara, fort de ses sombres savoirs, transmis à travers les âges de la barbarie, depuis avant l'engloutissement de l'Atlantide. Il s'assit tout d'abord à mes pieds et apprit la sagesse. Mais il n'était pas satisfait de ce que je lui enseignais, car c'était la magie blanche, et il souhaitait acquérir des connaissances maléfiques afin d'asservir des rois et d'assouvir des ambitions démoniaques.
Je refusais de lui enseigner les noirs secrets que j'avais appris malgré moi au cours des âges. Mais sa sagesse était plus profonde que je ne l'aurais cru. Au moyen d'artifices qu'il se procura dans les tombes obscures de la noire Stygie, il m'amena par la ruse à révéler un secret que je n'avais nulle intention de divulguer. Alors il retourna mon pouvoir contre moi et il m'a servi. Ah, dieu de Yag, que mon sort fut amer depuis ce moment. Il m'arracha aux jungles perdues de Kitaï, où les singes gris dansaient au son des flûtes des prêtres jaunes, où les offrandes de fruits et de vin s'amoncelaient sur mes autels brisés. Je n'étais plus le dieu du peuple pacifique de la jungle, j'étais devenu l'esclave d'un démon à la forme humaine. Des larmes jaillirent de nouveau de ses yeux qui ne voyaient pas. Il m'enferma dans cette tour que j'érigeais en une seule nuit sur son ordre. Il me dompta par le feu, les supplices, et par d'étranges tortures épouvantables que tu ne pourrais pas comprendre. Dans de telles souffrances, j'aurais depuis longtemps mis fin à mes jours si je l'avais pu. Mais il me garda en vie, mutilé et aveuglé, brisé pour accomplir ses noirs desseins. C'est ce que j'ai fait depuis 300 ans sur ce divan de marbre, noircissant mon âme de péché cosmique et souillant ma sagesse de crime, car je n'avais pas le choix. Pourtant, il ne m'a pas arraché tous mes secrets, et mon dernier présent pour lui sera le sortilège du sang et du joyau. Car la dernière heure s'approche, je le sens. Tu es la main du destin, je t'en prie. Prends la pierre que tu trouveras sur cet autel là-bas. Conan se retourna dans la direction de l'autel d'ivoire qu'il lui indiquait, et y prit un joyau, gros et rond, aussi clair qu'un cristal pourpre. Il sut que c'était là le cœur de l'éléphant. L'heure est venue pour la grande magie, la puissante magie telle que la terre n'en a encore jamais vue et n'en verra plus d'ici 1 million de millénaires. Par le sang de ma vie, je l'en conjure, par le sang né au sein du ver de Yag, rêvant au loin à travers les immensités bleutées du cosmos. Homme, prends ton épée, arrache mon cœur, puis presse-le de telle façon que le sang inonde la gemme rouge. Descend alors ses marches et entre dans la pièce d'ébène où Yara sommeille sous l'effet du lotus, plongé dans ses rêves maléfiques. Prononce son nom, et il se réveillera. Alors dépose cette pierre à ses pieds et dis-lui « Yag-Kosha t'offre le dernier présent et un dernier enchantement. Ensuite quitte la tour en hâte. N'aie crainte, la voie sera libre. La vie humaine n'est pas comme la vie de Yag, ni la mort humaine comme la mort de Yag. Délivre-moi de cette cage de chair aveugle et brisée, et je serai de nouveau Yogag de Yag, auréolé par la lumière du matin, avec des ailes pour m'envoler, et des pieds pour danser, et des yeux pour voir, et des mains pour broyer. » Conan s'approcha, indécis. Yag-Kosha, ou Yogag, comme s'il percevait son hésitation, lui indiqua l'endroit où il devait frapper. Conan serra les dents et enfonça profondément son épée. Un flot de sang s'écoula de la lame jusque sur sa main, et le monstre fut agité par un sursaut convulsif, puis retomba en arrière, immobile. Certain que la vie l'avait quitté, du moins la vie telle qu'il la comprenait, Conan se lança dans sa tâche macabre, extirpa rapidement quelque chose qu'il pressentit être le cœur de l'étrange créature, bien qu'il fût différent de tous ceux qu'il avait pu voir jusqu'alors. Suspendant l'organe palpitant au-dessus du joyau étincelant, il le pressa à 2 mains et une pluie de sang aspergea la pierre. À sa grande surprise, le sang ne coula pas le long de la pierre, mais fut absorbé par celle-ci comme une éponge. Tenant la pierre craintivement, il sortit de cette pièce fantastique et déboucha sur les marches argentées. Il ne regarda pas en arrière, il pressentait une espèce de transmutation qui était en train de prendre place sur le divan de marbre. Il pressentait également que ce n'était pas un spectacle destiné à être contemplé par des yeux humains. Il referma la porte d'ivoire derrière lui et descendit les marches argentées sans hésitation. Il ne lui vint pas à l'esprit d'ignorer les instructions qu'on lui avait données. Il fit halte devant une porte d'ébène au centre de laquelle grimaçait un crâne en argent et poussa celle-ci. Une pièce d'ébène et de jaisse s'offrit à son regard, et il vit une grande silhouette efflanquée allongée sur un divan de soie. Yara, prêtre et sorcier, était étendu devant lui, ses yeux, grands ouverts et dilatés par les effluves du lotus jaune, étaient perdus dans le vague, comme s'il contemplait des gouffres et des abysses nocturnes au-delà de l'entendement humain. « Yara, dit Conan, tel un juge prononçant une sentence de mort. Réveille-toi. » Les yeux s'éclaircirent sur-le-champ et devinrent aussi froids et cruels que ceux d'un vautour. La forme malingre se redressa, dominant le cimérien de sa hauteur décharnée. « Chien !» siffla-t-il tel un cobra.
Que fais-tu ici » Conan déposa le joyau sur la grande table en ébène. « Celui qui envoie cette gemme m'a prié de te dire « Yag-Kosha t'offre un dernier présent et un dernier enchantement. » Yara recula et son visage prit une teinte cendrée. La gemme avait perdu sa clarté cristalline, ses profondeurs troubles vibraient et palpitaient. Sa surface était traversée d'ondes brumeuses aux couleurs changeantes. Comme hypnotisée, Yara se pencha sur la table, s'empara de celle-ci, plongeant son regard dans les profondeurs sombres. La gemme était comme un aimant qui aspirait l'âme frissonnante du sorcier. Conan, observant ce spectacle, pensa que ses yeux lui jouaient des tours. Quand Yara s'était levée de son divan, le prêtre lui avait semblé d'une taille inhumaine. Or, à présent, il lui semblait qu'il arrivait à peine au niveau de ses épaules. Il cligna des yeux, intrigué, et pour la première fois cette nuit, il douta de ses sens. Il comprit avec stupéfaction que le prêtre était en train de se ratatiner, rapetissant sous ses yeux. Il contemplait la scène d'un air détaché, comme un homme qui regarde une pièce de théâtre, submergé par un accablant sentiment d'irréalité. Le Cimmérien douta de sa propre identité. Il savait seulement qu'il assistait à la manifestation extérieure d'une lutte, invisible et titanesque, des forces du dehors qui dépassaient son entendement. Yara n'était désormais pas plus grand qu'un enfant. L'instant d'après, il était allongé sur la table comme un bébé, tenant toujours le joyau. Le sorcier réalisa soudain ce qui l'attendait. Il se releva et lâcha la gemme, mais il ne cessa pas pour autant de diminuer en taille, et Conan vit une minuscule silhouette de pygmée courir aveuglément sur la table, battant des bras et criant d'une voix qui ressemblait au cri perçant d'un insecte. Il était désormais si petit que le joyau le dominait comme une colline. Conan le vit se voiler la face de ses mains comme pour se protéger de l'éclat de la pierre, s'agitant comme un démon. Conan devina qu'une force magnétique invisible attirait irrésistiblement Yara. Comme possédé, il en fit 3 fois le tour en courant, s'approchant toujours plus de la pierre, et par 3 fois il tenta de se dégager et de s'enfuir vers les abords de la table, puis poussant un cri qui résonna faiblement aux oreilles du Cimmérien, le prêtre leva les bras au ciel et se précipita vers le globe étincelant. Conan se pencha et vit Yara escalader la surface courbe et polie du joyau, figure pitoyable à l'assaut d'une montagne de verre. Le prêtre parvint enfin au sommet, battant toujours des bras, et seul des dieux sûrs quel nom impie il tenta d'invoquer. Soudain il sombra dans le joyau, comme englouti par l'océan, et Conan vit les vagues brumeuses se refermer sur lui. Il aperçut la silhouette minuscule dans le cœur pourpre du joyau, redevenu liquide comme du cristal. Il semblait au Cimmérien qu'il contemplait cette scène depuis une grande distance. Et alors surgit une forme brillante, un être ailé de couleur verte, dont le corps humain était surmonté d'une tête d'éléphant. Un être qui n'était plus ni aveugle ni infirme. Yara leva les bras au ciel, fuyant comme un démon, talonné par celui qui venait d'assouvir sa vengeance. Le joyau éclata alors comme une bulle, disparaissant dans une gerbe de couleurs irisées. Il n'y avait plus rien sur la table, et Conan était persuadé qu'il en était de même pour le divan de marbre dans la pièce supérieure, là où il avait trouvé l'être appelé Yag-Kosha Yoga. Le Cimmérien tourna les talons et s'enfuit, quittant la pièce et dévalant les marches d'argent. Il était si décontenancé qu'il ne lui vint pas à l'idée de s'enfuir par là où il était venu. Il descendit la spirale de ce puits argenté et parvint dans une vaste pièce à la base de la tour, dans laquelle il s'arrêta l'espace d'un instant. Il venait d'atteindre la salle des gardes. Il aperçut les reflets argentés de leurs armures, la lueur des pommeaux incrustés de leurs épées. Ils étaient avachis sur la table du banquet, des plumes sombres de leurs casques s'agitant faiblement sur leurs têtes penchées. D'autres gisaient à même le sol de lapis-lazuli maculé de taches de vin, entre leurs dés et leurs gobelets renversés. Il sut qu'ils étaient morts. La promesse avait été faite, puis tenue. Il ne pouvait savoir si c'était de la magie, la sorcellerie, ou alors l'ombre plongeante des grandes ailes vertes qui avaient mis fin à leur réjouissante, mais on lui avait dégagé la voie. Une porte argentée était ouverte, se découpant sur l'aube blanche. Le Cimmérien s'avança dans les frondaisons ondoyantes du jardin. Au moment où il sentit la fraîcheur de la brise matinale sur son corps, il eut un bref sursaut, comme s'il se réveillait. Il se retourna, incertain, pour regarder la tour mystérieuse qu'il venait de quitter. Était-il sous l'effet d'un sortilège ou d'un charme? N'avait-il fait que rêver tout ce qui venait de se produire? Et comme il regardait la tour dont la couronne scintillait sous l'éclat du jour naissant, il la vit vaciller dans l'aube rougeoyante, puis se disloquer,
et s'écraser en une myriade de fragments étincelants. C'est fini. Voilà. J'ai que 7 minutes de retard. Je reprends mon casque, je vais reprendre la conversation peut-être avec Groupe Pseudo. Allô Groupe Pseudo, tu es toujours là? Oui, 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 oui. Ouais, coucou. Ah, Oh, c'était bien. c'était bien, hein. Ah J'ai bien ouais. aimé. Vous avez bien aimé le chat aussi, je crois. J'ai vu beaucoup de messages passer, mais je peux pas répondre quand je lis. T'as lu toi un petit peu, Groupe Pseudo, le chat ou pas du tout? J'ai cru que je crois qu'on s'est fait raid par en français dans le texte, Ah, mort de rire, je super. crois. Ah oui, il y a eu des bisous, j'ai vu passer des Ouais, cœurs à j'ai un vu moment plein de donné. cœurs, ouais. Ça, c'est la signature de en français dans le texte, en général. Non, ouais, c'était cool. Oh, Super Lilola, cool. tu viens de rater le truc, Ah oui. ouais, on vient Et seulement de Lille, là, ouais, finir. tu arrives à la fin, ouais. Hmm. Bah, on a. De toute façon, tout va être highlight, hein. Tout va être highlight, c'était super sympa. Bah, de rien, Croc-Knock, merci d'être là. Merci d'être là. Chouette les couleurs du serpent. Ouais, c'est chouette ce que tu nous as fait là. Bon, du coup, c'était une Bah ouais. grosse araignée qui l'a combattu, mais en fait, le serpent, pour ceux qui connaissent pas bien Conan, le serpent, c'est le dieu maléfique hein, dans Conan. Donc, c'est complètement justifié. Et comme Gros Pseudo va faire un dessin qui va se suivre sur plusieurs épisodes, il fait pas un dessin en rapport avec, directement avec ce que je lis, sinon il faudrait qu'il change de dessin à chaque fois. C'est ça. Mais ouais, ouais, non, mais c'est super cool, ouais. Du coup, là, je n'y touche plus et ce sera là mardi prochain. Mardi prochain, on fait la suite, ouais. Alors cette fois-ci, c'est bien mardi, parce que j'avais dit, je m'étais trompée hier sur les dates. Donc les mardis et les jeudis, ça te va toujours, Gros Pseudo? Super, ouais. Les mardis C'est et les jeudis, 19h30, 20h30, en débordant un petit peu, parce que j'essaye de faire tenir une seule nouvelle à chaque épisode. très bien. Ben moi, ça me va, hein. Pas de problème. Oh, il y a top, bah, Poulot de 9h à 19h. Pas de bol. Bah, t'auras les replays. Oui, il y a les replays, toujours. Est-ce que je fais du théâtre amateur à côté ou des lectures publiques? Non, j'ai fait du théâtre étant jeune, mais j'en fais plus. Et je fais pas de lecture publique non plus, mais j'adore lire à haute voix et j'ai plein de petits-neveux qui aiment bien que je leur lise des histoires. Le raid commence au chat. Alors, le chat commence au raid. Je sais pas jusqu'où ça remonte. Ça remonte à 20h10, ouais, mon chat. J'ai perdu la première demi-heure de discussion. Euh, tac. Ouais, encore une super soirée. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, nous, on prend notre pied aussi, hein, Wave Rider, t'inquiète. On est content d'être là, hein. Direct sur le Google Calendar, c'est ça, il n'y a plus qu'à réserver vos soirées. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient. Alors, pour les suggestions de livres, envoyez-moi des MP. Ou des. Enfin, si des MP, c'est mieux. Sur Twitter, sur Twitch, sur Facebook, mais des MP pour que j'ai des traces. Parce que les tweets, ça disparaît trop vite. Pour toutes les suggestions, d'ailleurs, de manière générale, je pense. Et puis, n'hésitez pas, oubliez pas de suivre Gros Pseudo sur sa chaîne. Gros Pseudo, si tu vois que j'oublie de te faire ta pub, tu l'as fait toi-même, hein, comme un sauvage, hein. Ouais, mais non, Y a pas de t'inquiète souci. pas. Non, mais vraiment, parce que j'y tiens, quoi. Il faut aller suivre Gros Pseudo, c'est quand même l'artiste qui vous enchante de ses dessins.